Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Nous sommes de nouveau avec Étienne Chouard dans la suite d'un premier entretien qu'on avait fait il y a probablement quelques jours, quelques semaines selon la diffusion. Aujourd'hui, c'était important pour nous je ne vais pas représenter Étienne Chouard, vous pouvez retourner voir le premier entretien. C'était important pour nous de faire un entretien sur la monnaie en général et de repenser le système économique plus globalement. Donc, bonjour une nouvelle fois, Étienne Chouard. Bonjour. Merci d'être ici. Pourquoi est-ce que, alors, juste avant de commencer, on va prendre le temps qu'il faut pour en parler, mais pourquoi c'était important pour vous de faire cette capsule d'entretien aujourd'hui? Il me semble que la monnaie est à la fois, suivant le cas, un outil de domination et d'oppression de toute la population, comme c'est le cas aujourd'hui, quand elle a été appropriée par une bande d'acteurs privés qui s'appellent aujourd'hui banquiers, mais qu'on ferait mieux d'appeler les usuriers. La monnaie peut être un outil de contrôle de la population. De contrôle et d'asservissement, d'endettement et d'exploitation forcenée, oui, absolument. La monnaie est comme tout outil, si elle est aux mains si le couteau est aux mains d'une mauvaise personne et sans contrôle, oui, absolument. Ça peut devenir un outil d'oppression, littéralement. Et le même outil monnaie peut devenir un outil d'émancipation et de prospérité, à condition d'avoir compris comment ça marche et sa nature politique. En fait, les gens qui veulent nous priver du contrôle monétaire prétendent être des techniciens, être les seuls à maîtriser ses compétences et à être capables de gérer de façon responsable la monnaie. Et affirment que la population est incapable de gérer de façon responsable un outil aussi important. Les techniciens de la monnaie, aujourd'hui, se comportent comme des voleurs de pouvoir, des gens qui nous privent d'un pouvoir absolument essentiel. Je parle là principalement aux souverainistes, que j'entends sur la revue de Michel Onfray, là, qui s'appelle Front Populaire, sur laquelle il y a plein de souverainistes de gauche et de droite. C'est très intéressant de les voir parler. Ces gens-là réfléchissent souvent à la souveraineté politique en disant « il faudrait que nous puissions décider nous-mêmes de notre destin ». On veut décider. Le souverain, c'est celui qui décide. Mais si vous écrivez une constitution dans laquelle, enfin, vous décidez, ça y est, c'est nous qui décidons, c'est la population qui décide, et c'est écrit, et c'est nous qui sommes les gardiens de la constitution, donc ça va se passer, ça va avoir lieu. Et si vous oubliez de réfléchir au financement de vos décisions politiques, si vous continuez à rester dans le système actuel dans lequel, si vous avez besoin d'argent, il va falloir l'emprunter auprès des usuriers, il va falloir l'emprunter auprès des créateurs de la monnaie qui sont restés privés. Si vous avez décidé, c'est vous le souverain, mais à chaque fois que vous prenez une décision pour la financer, il faut aller demander au banquier, à l'usurier, est-ce que je peux avoir l'argent? Si cette personne a le moyen de vous dire non, ça on ne le financera pas, ben c'est lui le souverain. En fait, vous avez oublié un pan essentiel de la souveraineté. La souveraineté doit être politique, savoir qui décide, et elle doit être monétaire pour savoir qui finance. Et vous devez instituer les deux. Pour prendre aujourd'hui un exemple, par exemple, que nous, on va bien connaître dans notre journal, François, c'est que si demain, quelqu'un voulait monter un journal indépendant et puis aller voir une banque pour dire, bon ben voilà, mon projet, c'est de monter, ou un usurier, comme vous dites, on veut monter un projet de journal indépendant qui sera... alors déjà, ça va être dur de monter un projet économique, mais le banquier va lui dire probablement non, on ne va pas vous prêter de l'argent pour faire ça, et donc du coup, c'est le banquier qui a le pouvoir. C'est un pouvoir politique. Ben oui, en l'occurrence, c'est un pouvoir politique. Mais si vous voulez, c'est tout le financement de toutes les activités qui est en cause. Nous avons progressivement été, nous, les populations du monde, pas seulement en France, nous avons été progressivement dépouillés du pouvoir de création monétaire par les banques privées, par les usuriers. Des gens qui, au départ, ont partagé ce pouvoir avec les rois, avec les princes, avec les républiques, et puis progressivement en ont pris le monopole. Aujourd'hui, la quasi-totalité, 90% de la monnaie, vient du crédit opéré par les banques commerciales. Quand une banque vous prête 100 000 euros, elle ne les a pas. Elle vous prête rien du tout, elle vous fait crédit. Elle écrit à droite de son
bilan, elle écrit « Je dois 100 000 euros à cette personne, à mon client, je lui dois 100 000 euros », ce chiffre à droite de son bilan qu'elle écrit, c'est de la monnaie, ça va pouvoir circuler par des chèques, carte bleue, virement, ce chiffre va pouvoir circuler d'un passif de banque vers un autre passif de banque, vers un autre passif de banque, cette monnaie va circuler d'une banque à l'autre jusqu'à ce qu'elle soit remboursée, et puis quand elle est remboursée, elle est détruite. Mais jamais la banque ne l'a gagnée avant de l'avoir prêtée. Elle l'a créée, en fait. Et donc, la quasi-totalité de la masse monétaire est créée par les banques privées, par les usuriers, en fonction de leur humeur, en fonction de l'humeur de la société, en fonction de est-ce que c'est une période de prospérité, est-ce que c'est une période d'austérité, et sur des critères qui n'ont rien à voir avec le bien commun. Et en plus, à un prix exorbitant. L'intérêt, les intérêts composés sont une façon de calculer la rémunération du prêteur qui est révoltante, qui est extraordinairement endettante et qui pousse à la croissance, qui nous contraint l'argent des intérêts. Lui, il n'a pas été créé. Il va être ponctionné sur la société. Et en fait, c'est comme une pompe à pognon. Si vous tendez bien l'oreille, vous allez entendre le bruit de la pompe où l'argent de la société disparaît grâce aux intérêts vers les usuriers. C'est tout à fait excessif. La façon dont est rémunéré le crédit est tout à fait discutable. On pourrait rémunérer les prêteurs de monnaie non pas par des intérêts, mais par des honoraires, en payant leur travail. Ils ont travaillé, ils méritent, mais pas par intérêt. En tout cas, progressivement, au début, les usuriers partageaient le pouvoir de création monétaire avec les États, et puis progressivement, ils ont réussi, c'est incroyable, ils ont réussi à interdire à l'État de créer la monnaie. Nous, ça s'est passé, nous avons cru pendant longtemps que c'était en 73, la loi de 73, 1973, nous avons cru, nous qui étudions la monnaie, moi j'ai 250 ou 300 bouquins sur la monnaie, donc on a beaucoup travaillé sur la monnaie, et pendant un moment, nous avons cru qu'en 73 avait eu lieu une bascule au cours de laquelle l'État s'était interdit de créer la monnaie. Et en fait, on s'est aperçu, grâce au travail de Benjamin Lemoine, qui a écrit un bouquin essentiel qui s'appelle « L'ordre de la dette », et qui nous a rendus sensibles avec toutes les preuves, les documents. C'est un très bon bouquin. C'est probablement le bouquin le plus important sur la question. En fait, la bascule a eu lieu sous le même bonhomme, c'est Pompidou, j'allais dire un agent de Rothschild, c'est complotiste, oui, bon, c'est comme Macron aussi, est un ancien, on se demande si c'est si ancien que ça, ça a l'air très actuel, en fait, c'est quelqu'un qui travaille pour Rothschild, oui. Même s'il est plus salarié de Rothschild, ce qu'il fait va dans les intérêts de Rothschild. Il était, ouais. Absolument. Donc c'est déjà Pompidou. Donc c'est Pompidou qui a, mais avant la loi de 73, c'est en fait, à partir du moment où il était aux manettes, c'est à la fin des années 60, genre 67, 69, avant la loi 73, il a réussi, Pompidou, à circonvenir la haute administration économique, l'administration du pays, pour que l'état d'esprit des serviteurs de l'État, des plus grands serviteurs de l'État, se transforme et que ces gens-là considèrent comme illégitime de créer la monnaie. L'État n'est plus légitime à créer la monnaie. Il faut, pour réduire ce pouvoir de création monétaire de l'État, il faut l'obliger à emprunter l'argent dont il a besoin. Ce qui est criminel. Je pense qu'un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée. Je répète, ceci est essentiel. Un État digne de ce nom, un État qui n'est pas tombé dans les pattes de traîtres, de félons, qui le dirige et qui le saborde, qui le sabote. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont le peuple a besoin. Il la crée. L'État doit être créateur de la monnaie. Et il doit être le seul. Parce qu'en empruntant, la dette publique est aussi un élément qui... Mais dette publique, c'est un aveu, c'est un terme inacceptable, c'est un aveu de trahison. Et ça aussi, c'est un outil de contrôle, selon vous, sur les populations. De contrôle de l'État. De contrôle de l'État. Et oui, c'est-à-dire que les riches prennent le contrôle de l'État en l'endettant. Et d'ailleurs, ils l'écrivent, c'est dogmatique, il y a toute une idéologie de l'endettement de l'État, ils appellent ça « starve the beast », affamer la bête. On va ruiner l'État, et ensuite on pourra le noyer dans la baignoire. Les gens qui font ça ne veulent plus avoir
cet interlocuteur plus fort qu'eux, ils veulent se débarrasser d'un opposant, ils veulent se débarrasser des États comme on se débarrasse d'une limite. Les grands marchands se débarrassent de l'État en le ruinant. Et ça commence à la fin des années 60. C'est le néolibéralisme. Ça s'appelle néolibéralisme, mais c'est un néocrapulisme, en fait. Et c'est bancaire. C'est Pompidou, en France, qui lance ce mouvement-là. Et c'est vrai qu'en 73, on a la confirmation dans une loi, mais de quelque chose qui était déjà dans les mœurs de la haute administration française avant, et qui restait franco-français tant que c'était la loi de 73. Tant que c'était la loi de 73, ça pouvait... Donc la loi de 73, elle interdit à l'État d'emprunter auprès de la Banque centrale. Donc de lui présenter ses effets à l'escompte, de lui présenter son bout de papier en disant « en échange, donne-moi de l'argent ». Non, l'État peut plus faire ça. En fait, l'État était interdit avant. Mais en tout cas, c'est là que ça devient visible, et nous, on a cru que ça apparaissait à ce moment-là, ce qui est une erreur de chronologie, mais c'est pas une erreur essentielle, parce que c'est vrai que c'est ça qui s'est passé dans la société, à ce moment-là où avant, il y a une interdiction aux États d'emprunter auprès de la Banque centrale, c'est-à-dire à taux d'intérêt zéro, c'est-à-dire sans charge d'intérêt, donc sans le fardeau des intérêts de la dette publique. Aujourd'hui, c'est monstrueux la charge que ça représente, et en fait, c'est un siphon à pognon qui va dans les poches des plus riches. Parce que les plus riches... La Banque centrale européenne rachète depuis 2015. Attends, j'arrive à l'Europe après. Mais rien que sur le système franco-français, il y a eu deux phénomènes en même temps qui se sont passés. D'une part, on a baissé l'impôt des riches. Donc les riches, on leur a moins pris de l'argent, on leur a laissé. Et par contre, on a obligé l'État à emprunter l'argent dont il avait besoin. Donc on est allé prendre l'argent chez les riches, mais au lieu de le prendre en impôt, et sans le rendre évidemment, on leur a emprunté et il faut leur rendre avec un intérêt. C'est cocagne. Pour les riches, c'est cocagne. C'est vraiment la meilleure affaire du siècle. Donc, c'est ça qui s'est passé pendant ensuite 20, 30, 40 ans. Les riches se sont mis à payer moins d'impôts, ils se sont mis à prêter à l'État, et donc à un État dont on est sûr qu'il va rembourser, et qui nous rembourse avec un intérêt, sans travailler. C'est un travail d'oisif, c'est un travail de parasite. Enfin, c'est une activité parasite. Donc, ce qui s'est passé là, dans les années 70, fin des années 60-70, c'est que l'État s'est fait condamner à l'endettement forcé. 74, donc l'année suivante de l'année 73, c'est le premier budget en déficit. Donc là, tu as les parlementaires qui votent un budget dans lequel on dépense plus que les impôts. On reçoit les impôts, on dépense services publics, on dépense plus. Donc là, on a besoin d'argent. Il faut comprendre que l'étranglement de l'État, starve the beast, l'étranglement de l'État, ça demande 2 pinces. Avec une pince, tu étrangles pas. Avec une pince, il faut 2 pinces. Il faut, tu lui interdis de créer la monnaie. Donc ça, c'est la loi 73, et en fait, c'est les habitudes avant qui ont été prises. Et la loi 73 a été confirmée par le 92, Maastricht, le traité de Maastricht, dans l'article 104, qui dit la même chose, qui dit l'État ne peut pas emprunter, l'État et les communes, aucune autorité publique, aucune puissance publique, aucune administration ne peut emprunter auprès de la Banque centrale sans intérêt. Vous devez aller sur les marchés financiers, qui est le nom qu'on donne aux riches. C'est le nom, c'est comme des dieux cruels qu'on est censé admirer ou craindre, mais les marchés financiers, c'est les riches. Et donc, même s'il y a quelques pauvres qui traînent là-dessus, mais c'est flou des fois les marchés financiers. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2023 les fameux marchés financiers? Mais les marchés financiers, c'est des lieux où les riches placent leur argent. Les gens qui ont de l'argent en trop le placent. Le place, ça veut dire le prêtent et on leur rembourse. Je parle du marché de la monnaie, là. Donc là, 73, tu as une première pince où l'État s'interdit de créer la monnaie. Et il faut aller l'emprunter auprès des riches, des marchés financiers. Il faut aller emprunter la monnaie là où Qu'est-ce qu'il y a de l'argent? J'en ai besoin. Alors, voilà, les marchés financiers, c'est ceux qui ont de l'argent, qui ont plus d'argent que ce qu'ils ont dépensé et qui en ont à prêter, viennent le prêter à l'État. Ce qu'une loi avait fait, une autre loi aurait pu le défaire. Donc ils ont hissé la pince au niveau international en 92, au niveau européen, en disant au niveau européen, et là tu ne peux plus le défaire par une simple loi, parce que tu es tenu au niveau international par des traités, ça devient intouchable ce truc-là. Et en plus, pour revenir en arrière là-dessus, il faut l'unanimité des pays de l'Union européenne, donc ça n'arrivera jamais. Il faut sortir de l'Union européenne si tu veux sortir de ça. Donc au plus haut niveau international,
la pince, mais elle suffit pas. Il faut qu'il y ait l'autre pince, dont je vais parler tout à l'heure. Cette pince-là, elle a consisté à dire, au niveau européen, les États ne peuvent pas emprunter auprès de leur banque centrale, il faut qu'ils empruntent auprès des marchés financiers. Ça sert à affamer l'État. Ça sert à, s'il a besoin d'argent, il faudra qu'il paye un intérêt. Et ça va le ruiner. Donc, il faudra baisser les services publics. Les services publics vont devenir des centres de profit. Tout ça, ça sert à capter tous les services publics, à les transformer en centres de profit. Au bout du compte, ça sert à s'enrichir sans fin. Donc, la première pince a consisté à dire, d'abord au niveau national, puis au niveau européen, l'État ne peut pas créer la monnaie. Il faut qu'il emprunte la monnaie auprès de ceux qui en ont. Mais les États auraient pu ne pas souffrir de ça en dépensant peu, en dépensant jamais plus que les impôts. Je perçois 100 d'impôts, je dépense 100 de services publics, j'ai pas besoin de créer la monnaie. Donc j'ai pas besoin, je m'en fous qu'on m'ait privé de la création monétaire, puisque quand je reçois 100 d'impôts, je dépense 100 de services publics, j'ai besoin de rien. Les États auraient pu être... Il y aurait toujours l'évasion fiscale où on perd énormément d'argent là-dessus qui si, pourrait retourner. Alors s'il y a une évasion fiscale, c'est-à-dire qu'il y a moins d'impôts, bah, si on veut rester à l'équilibre, il faut baisser les services publics parce que il y a... Mais l'évasion fiscale, c'est une construction politique. Hein. Il suffirait d'embaucher 1000 contrôleurs des impôts, vous mettriez fin à l'évasion fiscale, hein, et ça vous coûterait, le retour sur investissement, il serait colossal, hein, c'est-à-dire que tu vas payer quelques millions les inspecteurs des impôts, et tu vas récolter des dizaines de milliards, hein. Donc, c'est juste, s'ils le font pas, c'est parce que ce sont les représentants des riches qui sont au pouvoir. Si c'était des gens tirés au sort, tu verrais que l'évasion fiscale, il y en aurait plus. Et selon vous, les mêmes riches qui, du coup, sont les plus à même de faire cette évasion fiscale? Ben oui, parce qu'ils ont mis au pouvoir les gens qui organisent leur évasion fiscale, qui leur envoient l'ascenseur. Mais attends, je reviens sur ma pince pour étrangler l'État. D'un côté, donc, depuis la fin des années 60, au niveau national, puis au niveau européen, les représentants, nos représentants, nous ont trahis au point d'interdire à la puissance publique de créer la monnaie. Ce qui est une folie. Je prétends que un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie, il la crée. Je suis chartaliste, je défends l'idée, je ne sais pas à qui il faut montrer ce bouquin. Il apparaît en ce moment à l'écran. Stéphanie Kelton. Je prétends que l'État doit être capable de créer la monnaie pour être employeur en dernier ressort et mettre fin au chômage. Mais donc le premier crime qu'ont commis nos représentants, c'est d'interdire à l'État de créer la monnaie et de l'emprunter moyennant un intérêt ruineux. Mais le deuxième crime qui fabrique l'étranglement, c'est que l'année suivante de l'année 73, le premier budget de Giscard, 74, c'est le premier budget en déséquilibre, et puis les 50 budgets qui ont eu lieu depuis ont tous été en déséquilibre. Alors que dans une constitution d'origine citoyenne, moi je dis pas de budget en déséquilibre sans référendum. Vous voulez un budget en déséquilibre? Ok, ben vous nous demandez notre avis, vous nous expliquez pourquoi vous le faites en déséquilibre. Puis vous le faites une fois, vous le ferez pas l'année d'après, hein, vous le faites juste une fois. Mais il n'y a pas de budget, pour moi il n'y a pas de guerre sans référendum. Pas de budget en déséquilibre sans référendum. Et pas de balance commerciale en déséquilibre non plus sans référendum. Il faut soumettre au peuple les décisions qui nous mettent gravement, qui nous jettent dans les plus graves problèmes. Or, ce qu'ont fait nos représentants, hein, c'est les élus, de gauche comme de droite, hein, enfin de gauche entre guillemets, comme de droite entre guillemets, tous ces gens-là sont de droite, ils ont tous voté des budgets en déséquilibre. Budget en déséquilibre, c'est là quand tu dis j'ai 100 d'impôts, mais je fais 120 de services publics, ou si tu dis je mets 80 d'impôts parce que j'ai baissé les impôts des riches, mais je reste à 100 de services publics, tu crées un besoin de 20. Un besoin de 20. Et si tu as interdit la création monétaire, tu crées la deuxième pince de la tenaille, tu dis l'État a besoin d'argent. Les budgets en déséquilibre, le budget de l'État, c'est impôts, services publics. Impôts en recettes, services publics en dépenses. Il faut que ce soit équilibré. Et si c'est en déséquilibre, il y a un besoin d'argent. S'il y a un besoin d'argent, où est-ce qu'on trouve l'argent? On peut pas le créer, donc il faut emprunter. Et donc, si tu veux, avec les deux pinces, nos représentants, les élus, ceux qui disent qu'ils sont responsables, qu'ils sont compétents, et que nous, on n'est pas compétents, que nous sommes dangereux, le peuple, on est dangereux, mais eux, ils sont pas dangereux. Regarde ce qu'ils ont fait. Pendant 50 ans, ils ont fabriqué une dette publique, on en est à 3 000 milliards. 3 000 milliards de dettes, alors que la dette devrait pas exister, que c'est un crime contre la société. Qui est compétent là-dedans? Ils sont complètement incompétents ou criminels. Enfin, ils sont complètement cons ou très, très, très malfaisants. Enfin, en tout cas, c'est vraiment effrayant comme bilan. 3 000 milliards de dettes publiques. Donc, nous avons été privés, les puissances publiques
ont été, parce qu'elles ont été corrompues par l'élection, elles ont été privées du pouvoir de la création de la monnaie, et il est question, il me semble, centrale, prioritaire, aussi important que d'établir une vraie démocratie, il me semble important de rétablir l'efficacité monétaire de notre État. Notre État, il faut dans la Constitution qu'on écrive les règles sur la monnaie. Alors, ce que je me proposais de vous faire, donc j'ai déjà parlé du livre Le mythe du déficit, j'en ai parlé, je crois que je vous en ai parlé déjà ici, peut-être, je me souviens plus. En tout cas, j'en ai beaucoup parlé sur Internet, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'ai lu les 2 premiers chapitres sous forme de podcast pour que vous puissiez, ceux qui n'aiment pas lire, qui veulent le lire dans le métro, j'ai commencé à lire. Livre audio. Une livre audio, voilà, j'ai fait ça. Et je pense qu'il faudra que je fasse ce chapitre 3 Stéphane aussi. Kelton. Kelton, voilà, c'est une américaine. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous lire les articles de Constitution comme une... Je ne vous dis pas ce qui va être, je vous dis ce qui me semble devoir être pour susciter votre réflexion et vos objections. Ce qui pourrait être intéressant à mettre, ce que j'ai mal fait, voilà. Dans la Constitution. Alors, tout à fait. Je pourrais vous en parler au débeauté, en improvisant, mais c'est mieux si je le lis quand même. Mais en le lisant, je vais quand même faire des apartés, des explications pour... d'abord pour que ce soit plus vivant, et puis pour que vous ne ratiez pas le plus important. Et on peut le faire apparaître à l'écran en même temps que vous le lisiez. On pourra, si on peut, le faire apparaître à l'écran, ça aidera les gens en le lisant. Il va apparaître entre nous deux. Ouais. Dans ma Constitution, dans la Constitution d'origine citoyenne que j'écris avec mon cerveau collectif, le cerveau collectif, c'est les gens qui me suivent sur le blog, avec qui on a écrit, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Nous avons divisé la Constitution en 2 parties. Il y a une première partie courte dans laquelle il n'y a que les grands principes. Par exemple, la Constitution doit définir le mot monnaie. Je ne dis pas la définition, mais ce que je dis, c'est la Constitution doit définir le mot monnaie. Dans la première partie, nous donnons le cahier des charges, en gros, ce à quoi nous tenons vraiment, dans les grandes lignes, pour le constituant qui va écrire la deuxième partie. Sachant que cette première partie, on l'a écrit comme ça parce qu'on veut qu'elle soit plus difficilement modifiable. On va les modifier par référendum. Toutes les modifications constitutionnelles sont par référendum, mais cette première partie, on va la modifier, on va dire peut-être aux 2/3. Vous voyez, il faut que les 2/3 de la population soient d'accord pour changer. Cette première partie, c'est l'essentiel. Il n'y a pas le détail, mais c'est ce à quoi on tient pour nous protéger contre la tyrannie. Et puis dans la deuxième partie, on obéit à la première. La première, elle s'impose à la deuxième, et la deuxième, normalement, respecte, mais il y a plusieurs façons de respecter la première partie. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans la première partie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous attendons, nous, citoyens, de la monnaie. Et ça va être dans les grandes lignes. Puis vous allez me dire si vous arrivez à comprendre. Donc, premier point, la Constitution doit définir le mot monnaie. Donc, il faut qu'il y ait une définition. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et préciser explicitement, donc dire qui peut créer la monnaie, qui peut la détruire et à quel prix. Est-ce que le prix, ça va être des intérêts ou des honoraires ou une autre façon de rémunérer le créateur de la monnaie? Ça doit être expliqué dans la Constitution, disons-nous. Nous voulons que la Constitution prévoie ça, parce que pour l'instant, c'est pas écrit. Mais alors, il n'y a pas de définition de la Constitution, mais la Constitution reprend les définitions françaises de la monnaie. Non, la Constitution, pas du tout. Dans la Constitution, il n'y a pas de définition de la monnaie. Il n'y a pas dans la Constitution qui peut la créer, qui peut la détruire. Tout ça est masqué, en fait, alors que c'est absolument central. Il n'y a pas les tenants aboutissants, les limites. Rien. Nous ne pouvons pas savoir où nous en sommes dans la Constitution actuelle, qui est en fait une anti-constitution. Nous ne pouvons pas voir où est-ce que nous en sommes sur la monnaie. Alors que là, nous disons dans la première partie, nous voulons que le mot soit défini et que soit dit expressément dans la Constitution qui crée la monnaie, qui peut la détruire. Et puis à quel prix? La Constitution doit protéger la société contre les usuriers et autres experts privilégiés de, entre guillemets, la finance. La Constitution doit garantir aux citoyens... Pourquoi, entre guillemets, la finance? Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'en fait, elle finance rien du tout. En fait, elle jouit d'un privilège. La finance, on dirait que... C'est plus des placements. On dirait qu'ils nous rendent un service. On dirait qu'ils nous rendent un service grâce à leur vertu, comme si c'était... Non. En fait, ils te prêtent l'argent qu'ils viennent de te piquer. On l'appelle la finance. C'est plus des placements financiers qu'une finance. Ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Okay. Je les mets entre guillemets pour ça. Mais bon, peu importe. La Constitution doit garantir aux citoyens leur souveraineté monétaire. Garantir aux citoyens
leur souveraineté monétaire. 2 points. La création monétaire doit être un monopole de la puissance publique et sous contrôle citoyen. Ça ne doit pas nous échapper. Alors, on peut peut-être le dire autrement. Vous allez peut-être me trouver que je vais trop loin ou que je le dis avec des termes. Discutons. Comment est-ce que le citoyen peut avoir une souveraineté? Alors, la souveraineté monétaire voudrait dire que le citoyen a la main sur la création de sa monnaie. Tout à fait. Et je vais te dire dans la deuxième partie, donc la deuxième partie, tu vas voir comment je l'ai décliné. Je peux te le dire d'un mot tout de suite. Une bonne idée, je trouve, c'est d'avoir dans le pays France, mais ce serait comme ça dans tous les pays du monde, 4 ou 5 assemblées des chambres de la monnaie, tirés au sort, c'est ça qui fait que c'est des simples citoyens. Donc, tu as 200 citoyens tirés au sort à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Mulhouse. Enfin, tu prends quelques grandes villes aux 4 coins du pays et tu y réunis 200 personnes en leur posant la question. Voilà les chiffres de l'inflation, voilà les chiffres du chômage, voilà la masse monétaire. Est-ce qu'on a besoin de monnaie et de combien? Ou est-ce qu'il faut détruire de la monnaie et combien? Ils vont délibérer. S'ils voient qu'il y a du chômage, c'est qu'il faut créer de la monnaie. S'ils voient qu'il y a de l'inflation, c'est qu'il faut supprimer de la monnaie. En fait, les indicateurs, personne ne sait, personne ne peut vous dire. S'il y en a un qui vous dit qu'il sait, c'est un imposteur. Personne ne peut vous dire le bon chiffre pour la masse monétaire, c'est tant. Bon, personne n'a le moyen scientifique de vous dire ça. Par contre, il y a 2 indicateurs sur la monnaie qui sont fiables, relativement fiable, c'est s'il y a trop de monnaie, il y a de l'inflation, et donc ça veut dire que tout le monde s'appauvrit, les prix montent et pas les salaires, et donc tout le monde s'appauvrit. Donc ça, c'est un problème. Et s'il y a un manque de monnaie, il y a du chômage. Donc il y a plein de gens qui sont dans la misère, qui n'ont pas de quoi vivre, alors qu'ils voudraient travailler, et juste, ils ne travaillent pas, non pas parce qu'il n'y a pas de choses à faire, mais c'est parce qu'il n'y a pas de monnaie. Alors qu'il n'y a rien de plus simple que de créer la monnaie pour les mettre au boulot. Donc, les chambres se réunissent aux 4 coins du pays et décident. Bon, ben là, il y a beaucoup trop de chômage. On est à 10% de chômage. Il faut absolument créer de la monnaie pour mettre ces gens au travail. Et c'est à l'État de le faire. Et on lui a donné le moyen de le faire. On lui a donné la création monétaire pour ça, pour être employeur en dernière sorte. Mais ça, on le verra dans la deuxième partie, comment on décline cette obligation. Mais dans la première partie, on dit simplement, elle doit garantir aux citoyens leur souveraineté monétaire. La création monétaire doit être un monopole de la puissance publique sous contrôle citoyen. Deuxième point, la Constitution doit protéger la souveraineté monétaire contre les déséquilibres budgétaires. Et donc, la Constitution doit interdire toute dette publique, et encore plus, a fortiori, tout service de la dette publique. C'est-à-dire qu'en plus, il ne faut pas qu'il y ait des intérêts à payer sur la dette. Alors, vous avez mis la souveraineté populaire, mais c'est monétaire, vous venez de dire, du coup. La Constitution doit protéger la souveraineté. C'est populaire ou monétaire? La souveraineté populaire contre les déséquilibres. Parce que la souveraineté populaire, si tu l'établis, mais tu l'exposes à des déséquilibres budgétaires, en fait, tu la ruines et elle est souveraine, mais déchue parce que ruinée. Tout à fait. Il faut l'éviter la ruine. Troisième point. La Constitution doit fixer les principales missions de l'État en matière monétaire et lui donner les moyens de ces missions. Quelle est la mission ? Pour moi, la mission principale, et qui ressort du chartalisme, vous verrez dans le livre de Stephanie Kelton, et dans tous les livres sur le chartalisme, c'est absolument central. Nous donnons à l'État le pouvoir de création monétaire parce que nous voulons lui donner la mission d'être l'employeur en dernier ressort. L'employeur en dernier ressort. Écoutez-moi, le chômage n'est pas une fatalité. Le chômage n'est pas une calamité qui nous tombe du ciel forcément. Pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était la dernière fois, je vous ai dit, c'est une construction politique. Le chômage est voulu pour nous rendre dociles, pour rendre dociles les travailleurs, pour que les travailleurs se la ferment et acceptent les bas salaires, acceptent les mauvaises conditions de travail, acceptent le non-paiement des heures supplémentaires. Si tu n'acceptes pas de venir travailler le week-end, regarde, il y a la liste des gens qui attendent pour prendre ton poste dans l'escalier. Et le chômage fait peur. Et le chômage fait peur. Oui, parce qu'on voit la liste de gens qui peuvent venir remplacer un travailleur. Exactement, c'est ça que je dis. Voilà, c'est ce que Marx appelait l'armée de réserve. Et là, donc le chômage est une construction politique, et nous, dans notre Constitution, on écrit précisément, parce que nous sommes soucieux du bien commun, et pas soucieux du bien des plus riches, nous voulons qu'il n'y ait pas de chômage, qu'il y ait un chômage frictionnel, c'est-à-dire le minimum, parce que quand tu perds ton boulot, le temps d'en trouver un autre, tu es au chômage pendant quelques jours. Ok, ce chômage-là, on ne pourra pas le réduire, mais c'est très peu de choses. C'était du temps de Pompidou,
un peu avant Pompidou, un ministre disait à De Gaulle, si on arrive à 500 000 chômeurs, on va avoir une révolution. C'est pour te dire comme il n'y avait pas de chômeurs. Il n'y avait pas de chômeurs. Et d'arriver à un chiffre aussi bas, ça paraissait insupportable. Et en fait, progressivement, lire le bouquin de Chamaillou, La société ingouvernable, qui va vous expliquer comment c'est volontaire la création du chômage, comment tout ce qui a été institué dans l'Union européenne conspire au chômage. C'est un complot chômagène. L'Union européenne, là je fais exprès parce que je sais qu'on va me traiter de complotiste et ça me va. Il y a un complot européen qui est chômagène, qui crée du chômage. C'est, l'Union européenne doit lutter contre l'inflation. Or, quand tu luttes contre l'inflation, tu le payes en chômage, tout le temps. C'est fait pour ça. Quand tu luttes contre l'inflation, tu le payes en chômage. Et quand tu luttes contre le chômage, tu le payes en inflation. Il y a un choix de société à faire entre inflation et chômage. Et c'est un choix politique. C'est pas un choix technique. C'est un choix politique. Il faudrait demander à la population, qu'est-ce que vous voulez ? Du chômage ou de l'inflation? Sachant que l'inflation, vous pouvez la gommer avec l'indexation des salaires sur les prix. Sachant que l'inflation, vous pouvez la gommer complètement, on s'en fout de l'inflation, parce qu'on indexe tous les salaires et tous les contrats sur les prix. Donc, sachant ça, sachant que l'inflation, vous pouvez la gommer par l'indexation, qu'est-ce que vous préférez, l'inflation ou le chômage? Les gens vont vous dire, on s'en fout d'avoir l'inflation et lutter contre le chômage. Si on remet l'indexation des salaires sur les prix, on gomme complètement l'inflation. Pas complètement, parce que le temps, si tu veux, le temps où les prix ont monté pendant 6 mois, bien sûr, et puis ton salaire est augmenté après 6 mois, tu as perdu un peu. Mais sur le long terme, on se retrouve avec des grands salaires, peut-être des grands prix, mais on a... Mais en fait, comme on gagne plus, on n'a pas perdu en pouvoir d'achat. Oui, absolument. Les chiffres, les nombres augmentent, mais le pouvoir d'achat reste le même. Donc, la mission que nous donnons à l'État, mais on ne peut le faire que si on lui a donné la création monétaire. Si on ne lui a pas donné la création monétaire, c'est pas possible ça. Vous ne pouvez pas rendre l'État employeur en dernier ressort si vous ne lui avez pas rendu le pouvoir qui a été volé par les usuriers. Il faut que l'État, pour faire travailler ce médecin qui est au chômage, cette infirmière qui est au chômage, ce prof qui est au chômage, ce pompier qui est au chômage, cet ouvrier des travaux publics qui construit les routes, les autoroutes, qui construit des maisons, les immeubles dont on a besoin. Nous avons besoin d'1 million d'immeubles, de bâtiments, de logements. Nous avons besoin de plus d'1 million de logements. Et parce qu'il n'y a pas ces logements, on en manque, il y a une rareté et il y a une inflation des prix des loyers et des prix des maisons qui rend la vie impossible pour les jeunes gens. Impossible. Pourquoi? Parce qu'on manque de logements. Mais pourquoi l'État ne fabrique pas de logements? Mais parce qu'il est ruiné. Je vous dis, starve the beast. Ils ont ruiné l'État exprès. L'État ne peut pas construire les logements dont nous aurions besoin. Alors que si vous le rendez créateur de la monnaie, tous ces gens qui sont au chômage et qui pourraient construire des logements, ils sont au chômage, ils vivent de l'assistance, ils vivent mal, ils voudraient, et puis c'est indigne, ils voudraient avoir du boulot, vous pouvez leur en donner. Si vous êtes créateur de la monnaie, vous dites à cette série de personnes, vous prenez 10 000 personnes ou 100 000 personnes et vous leur donnez la tâche de construire des logements, ces gens vont créer de la richesse, ils vont créer des logements, c'est de la richesse, ils vont créer de la richesse, en même temps vous allez créer les francs nécessaires en regard pour les payer. C'est pas inflationniste. Vous n'avez pas créé que de la monnaie. Ça, si vous créez que de la monnaie et que vous le distribuez en le donnant, ça, c'est inflationniste. Vous allez voir, vous avez trop de monnaie et vous allez le payer en inflation et en fait, la valeur de la monnaie va diminuer. Mais si vous donnez de la monnaie à des gens à qui vous faites créer de la richesse, vous créez les deux à la fois, vous créez la richesse et la monnaie, c'est pas inflationniste. Par contre, vous avez établi la prospérité. Vous êtes venu à bout de l'austérité. Tout simplement parce que vous avez donné à l'État. Et l'État, il faut comprendre que c'est sous contrôle citoyen. Je ne dis pas l'État mafieux actuel. Je vous parle d'un État qui est contrôlé par les citoyens, dont les représentants traîtreux se font virer. Donc, l'hypothèse d'un État sous contrôle citoyen. Sous contrôle citoyen. C'est pas ce qu'on a actuellement. Oui, bien sûr. Ce que vous dites, ne transposez pas ce que je suis en train de vous dire à l'État actuel, qui est un État mafieux. Voilà, tout à fait. Donc, l'État sous contrôle citoyen. Bien comprendre ce que vous dites. Donc, nous lui donnons la puissance de création monétaire parce que nous avons en tête de le rendre capable d'être employeurs en dernier ressort, c'est-à-dire que tous ceux qui peuvent trouver du boulot par le marché habituel le font, mais ceux qui n'y arrivent pas, parce qu'on manque d'argent, eh ben, l'État crée l'argent nécessaire pour les mettre au boulot. Donc, je reprends l'article de cette première partie qui dit en gros ce qu'on veut, et puis on verra après en détail comment on fait. Mais en gros, juste avant d'aller là-dessus, parce que c'est extrêmement important ce que vous avez dit, on en a parlé dans le premier entretien, mais l'indexation des contrats sur les prix, dont les salaires, juste pour bien finir là-dessus, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Parce que, alors,
C'est idéologique. Ce qui empêche aujourd'hui de le faire, c'est idéologique, c'est les gens veulent pas, les gouvernements ne veulent pas. Les gouvernements ne veulent pas parce qu'ils apprennent dans les grandes écoles, ils apprennent dans les soi-disant grandes écoles, l'école des élites, hein, ils apprennent que si on indexe les salaires sur les prix, c'est inflatiogène. C'est-à-dire que si quand les prix augmentent de 10%, tu augmentes les salaires de 10%, eh ben l'entreprise va devoir répercuter cette augmentation des salaires et ça va faire à nouveau une augmentation et ça va faire une augmentation sans fin. Oui, c'est une augmentation sans fin, mais on s'en fout complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est criminel de nous priver de l'indexation sous prétexte que c'est inflatiogène, ça crée de l'inflation. Alors que pendant 30 ans, on l'a appliqué sans qu'il y ait une inflation énorme et qu'aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer, en multipliant par 10, 20 les prix de l'électricité de façon complètement idéologique et dingue. Nous fabriquons l'électricité aux coûts les plus réduits presque du monde et on nous oblige à le vendre aux citoyens à un prix exorbitant. C'est pas inflationniste, ça. Tous les artisans vont être obligés de répercuter le prix de cette électricité qui fait que Total s'est mis à fabriquer de l'électricité, EDF se font des chiffres d'affaires insensés, des bénéfices insensés pour les actionnaires de ces entreprises. Mais c'est totalement inflatiogène et ça les gêne pas du tout. Le problème, c'est que c'est contradictoire et incohérent si on pense que ces gens-là servent l'intérêt général. Si on pense que ce sont des amis du peuple, on se dit, mais ils sont complètement cons. Mais en fait, ils sont pas complètement cons du tout. C'est des ennemis du peuple qui sont en mission contre nous. Donc là, ça devient cohérent. Si ils sont ni cons, ni incompétents. Ils sont payés pour agir contre nous. Pour baisser les salaires, pour augmenter le chômage et nous tenailler par un chômage qui nous fait peur et qui fait qu'on se tient tranquille. Parce que là, ça c'est une idée forte, c'est que du coup, là, si l'État investit pour réduire le chômage, donc ça, ce serait possible de créer de l'emploi suffisamment pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, bien sûr. Et donc, on réduit drastiquement le chômage proche de 0%. On fait disparaître le chômage, oui. Et à côté de cela, donc pas d'inflation puisque les salaires sont indexés sur les prix. Voilà, donc là, pas d'inflation réelle. Voilà, l'inflation est gommée. Deux énormes problèmes sociaux qui sont réglés par la Constitution. D'accord. Et parce que les citoyens reprennent la main sur leur destin là. D'accord. Il faut comprendre. Ouais. Juste une petite question pour essayer de bien comprendre. Dans le même temps, on ne crée pas. Qu'est-ce qu'on pense des inégalités que ça peut créer, si ça en crée, hein, c'est une question que je pose, avec les autres pays du monde finalement, puisqu'on se retrouverait avec des prix énormément plus grands, par exemple pour les gens qui viendraient en France, non? Vous dites non. Et des salaires complètement indécents entre pays, comment est-ce que... Non. C'est bien. Ça n'est pas une question... Vous allez voir, c'est prévu aussi, mais dans les rapports avec l'extérieur, ce qui est déterminant pour la valeur de la monnaie, c'est pas notre niveau d'inflation interne, c'est la balance commerciale. Okay. Il faut absolument que nos exportations soient au moins égales à nos importations. Il faut, si nous voulons importer du pétrole parce qu'on n'en a pas, on en a besoin, il faut absolument qu'on soit capable de fabriquer des produits dont les autres ont tellement besoin qu'ils nous les achètent avec des devises. Les devises, c'est le nom des monnaies suffisamment dignes de confiance pour qu'on les utilise dans nos échanges internationaux. Et bon, aujourd'hui, c'est le dollar, mais c'est bientôt fini. Ça ne peut pas marcher d'avoir plus d'importations que d'exportations. Ça ne peut pas marcher. Mais non, pas du tout. C'est une catastrophe. Ça va détériorer la monnaie. Si on a plus d'importations que d'exportations, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dingue ce que nos représentants qui se prétendent être compétents parce qu'ils sont élus, ils disent nous sommes compétents, c'est nous qui sommes responsables, gna. Regardez le déficit de la balance commerciale, mais c'est dingue, c'est abyssal, des dizaines de milliards. Complètement, c'est extravagant. Ça devrait être à l'égalité. Voilà. Nous devrions être à l'égalité. La charte de la Havane, en 48, mais elle n'a pas été votée, elle a été refusée par les Américains, malheureusement, et à la place, on a signé l'OMC, ce qui est une catastrophe. Mais dans la charte de la Havane, on disait, les échanges, c'était keynésien, hein, nous disions, nous décidons qu'aucun État ne sera exportateur net, comme l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne qui est exportateur net, elle se comporte comme un prédateur. Elle exporte plus qu'elle n'apporte, c'est-à-dire qu'elle appauvrit tout le monde. Elle s'enrichit, elle appauvrit tout le monde. Et on devrait dire, et ce qu'on disait dans la Havane, c'est on devrait pénaliser les exportations qui deviennent excédentaires par rapport aux importations pour que ça leur coûte plus cher, pour les empêcher de devenir des prédateurs. Et on cherche un équilibre des balances commerciales. Et c'est ça qui va faire que la monnaie n'est pas dégradée par nos échanges commerciaux.
Alors, je reprends cet article que j'étais en train de lire, le 3e alinéa de la première partie, qui dit « La Constitution doit fixer les principales missions de l'État en matière monétaire et lui donner les moyens de ces missions. » Ce qu'elle ne fait pas du tout pour l'instant. La Constitution ne fait pas ça. 2 points. La mission principale, pour moi, c'est être l'employeur en dernier ressort. Mais c'est pas tout. On attend aussi de la Constitution qu'elle établisse la garantie de l'indexation obligatoire de toutes les conventions, les salaires, les loyers, les emprunts, tout ça, toutes les conventions sur les prix. 3e, empêcher que la monnaie soit traitée comme une marchandise. La monnaie n'est pas une marchandise, la monnaie est un outil politique pour nous, auquel nous tenons et que nous voulons soustraire au marché. La monnaie ne doit pas être traitée comme une marchandise. Assurer le contrôle d'échange. Donc ça, c'est pas vérifier qu'on n'est pas en train d'acheter ou vendre notre monnaie comme une marchandise. Tenir équilibré la balance des paiements. Donc la balance des paiements, c'est la balance commerciale plus d'autres flux financiers comme les gens qui travaillent à l'extérieur qui renvoient de l'argent dans notre pays ou le contraire. Donc la balance des paiements, c'est la balance commerciale complétée pour tenir compte de tous les flux de monnaie. Et puis, surtout, interdire le libre-échange aussi. C'est très important. Interdire le libre-échange. Il faudrait faire une émission sur le libre-échange. Mais le libre-échange, ça n'est pas ce que vous croyez si vous n'avez pas travaillé la question. Vous vous dites, le libre-échange, c'est la liberté d'échanger, c'est bien. Non, c'est pas ça. Le libre-échange, c'est pas ça du tout. Le libre-échange, c'est un fanatisme marchand qui ne profite qu'aux multinationales, qui sert à piller les PME, piller les petites entreprises et piller les travailleurs, désertifier les campagnes. Le libre-échange, c'est un outil de multinationales. C'est un outil de marchand qui sert à piller les petites entreprises de tous les pays environnants. C'est de la concurrence déloyale, c'est effrayant. Bon, je peux tenir 2 heures sur le libre-échange, mais pas tout de suite. En tout cas, on écrit dans la Constitution, on écrit dans une première partie qui dit les grandes lignes de ce qu'on veut, puis après ça, dans la Constitution, il faudra écrire comment on met en place ça. Mais la Constitution doit fixer les principales missions de l'État en matière monétaire et lui donner les moyens de ces missions. Donc les moyens de ces missions, c'est d'être créateur de la monnaie, et les missions, c'est ce que j'ai dit. Alors, dans la partie 2, c'est un peu plus long, mais pas tellement plus long. Hein, mais par contre, quand la première partie me dit « la Constitution doit définir le mot monnaie », et ben dans la deuxième partie, nous appelons monnaie, et il y a une définition. Donc, la première partie dit « vous faites ce que vous voulez, mais vous définissez le mot monnaie ». Et la deuxième partie, c'est ce qui serait une constitution dans le sens courant. Nous appelons monnaie les signes porteurs d'un pouvoir d'achat créés et reconnus par notre communauté politique sur notre territoire. Là, je fais une parenthèse. Les signes porteurs de la monnaie, c'est des bouts de papier qui disent « t'as bien travaillé ». En fait, c'est les certificats de travail. La bonne façon, simple. Il y a 1000 façons de présenter la monnaie. On peut présenter l'histoire de la monnaie, toutes les formes que la monnaie a prises, mais au bout du bout, ce qui va bien, la bonne représentation de la monnaie sur le plan politique, pour nous émanciper, c'est de voir la monnaie comme des certificats de travail. T'as bossé 1 heure, t'as droit à 10 € au SMIC, hein, travail de temps. Et puis si t'es chirurgien, t'auras droit à 100, parce qu'il y a une échelle de 1 à 10. Nous avons décidé que, ok. Mais si tu veux, c'est des bouts de papier qui prouvent que tu as travaillé et qui ensuite sont reconnus par la société. Puisque tu as travaillé, eh ben, tu peux aller chercher, tu peux te tourner vers la société qui te doit le montant de ces certificats de travail, et tu peux te tourner pour dire, écoutez, moi, après avoir produit du blé, j'ai passé toute mon année à produire du blé, voilà ma récolte, et je récupère des bons de travail qui correspondent. Et avec ces bons de travail, la monnaie, je peux aller me tourner vers la société en disant, j'ai besoin des chaussures parce que je ne peux pas faire les chaussures, j'ai besoin du pain parce que je ne sais pas faire le pain, j'ai besoin et tout ce que je ne sais pas faire, je vais me servir des bons de travail que j'ai gagnés grâce à ce que je sais faire, et puis je vais m'en servir pour m'approvisionner dans les produits que je ne sais pas faire. Donc nous appelons monnaie les signes porteurs de pouvoir d'achat qui sont reconnus chez nous. Donc chez nous, ça va être les francs. La monnaie, alors ça c'est en gras, la monnaie est créée par la dépense publique. Ensuite, elle circule de main en main pour nous permettre d'éteindre nos dettes. Ça c'est comme aujourd'hui.
Et enfin, la monnaie est détruite au moment de la perception de l'impôt. Il faut comprendre que quand on présente les choses comme ça, d'abord création de la monnaie par dépense publique, puis circulation dans la société, puis destruction de la monnaie au moment de l'impôt, on inverse et on remet à l'endroit ce qui a été inversé à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les banques privées qui créent la monnaie dans la société et ça circule dans la société. Là, les euros ou les francs créés par les usuriers circulent entre nous pour éteindre nos dettes. Quand vous empruntez pour payer une maison, la banque privée vous prête les 100 000 euros, mais vous, ensuite, ces 100 000 euros, vous les donnez à votre vendeur. Le vendeur de la maison, quand il récupère ces 100 000 euros, il va payer un entrepreneur pour faire des travaux, il va payer son charcutier pour ceci, il va payer son... Oui. Et les euros vont circuler donc pour éteindre les dettes des uns et des autres. Et dès que vous recevez la monnaie, vous vous en servez pour éteindre vos propres dettes. Le gars qui les reçoit s'en sert pour éteindre ses propres dettes. Et le même euro, en fait, il sert à éteindre plein de dettes de main en main. Une circulation équilibrée. Alors voilà, mais ça c'est le fonctionnement actuel de la monnaie. Simplement, pour l'instant, ce sont les usuriers qui le créent dans la société, qui créent cette monnaie dans la société. Elle circule et pour l'instant, nous pensons l'État en disant, dans cet ordre-là, l'État prélève 100 d'impôts et prélève sur la richesse qui circule dans la société. Nous prélevons 100 d'impôts et si on a prélevé 100 d'impôts, on peut dépenser 100 de services publics. Mais là, vous êtes en train de créer une limite à l'État, à l'imposition, alors que c'est pas nécessaire. Si vous lisez le livre de Kelton, vous allez percevoir que l'État n'a pas du tout besoin de l'impôt. Bon, l'impôt a des tas d'intérêts, mais il n'a pas d'intérêt pour financer. On n'a pas besoin de l'impôt pour financer. L'État peut créer la monnaie quand il dépense, donc il n'a pas besoin de l'impôt. Il se servira de l'impôt pour autre chose, pour réduire la masse monétaire, pour qu'il n'y ait pas d'inflation, pour orienter les décisions des acteurs en disant si tu fais ceci et cela, tu auras moins d'impôts, ça va inciter les gens à le faire comme ci, comme ça, pour avoir des comportements positifs, utiles au bien commun. On va les aider. Avec l'impôt, on va pouvoir guider les comportements des gens. Il y a plein d'autres raisons encore de mettre en place un impôt, mais l'impôt ne sert pas à financer, en fait. Mais pour l'instant, nous pensons comme ça. Nous pensons que l'État doit d'abord prélever un impôt, et une fois qu'il a financé grâce à cet impôt, il peut dépenser en service public. Là, ce que je vous suggère, c'est d'inverser, parce que ça va vous émanciper complètement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les opposants de gauche, les opposants de droite, les penseurs politiques, les militants politiques, bon, les autres, on s'en fout, ils sont éteints, ils s'en foutent de tout ça, ils s'occupent pas du bien commun. Mais tous ceux qui s'occupent du bien commun, pour l'instant, se voient renvoyés dans leur but en disant, mais monsieur, tout ça c'est bien joli, tous vos projets là, mais comment allez-vous financer ça? C'est démagogique ce que vous prétendez. Vous ne pourrez pas financer. On nous dit, vous n'allez pas réussir à financer. Le paradigme dans lequel nous sommes, l'organisation dans laquelle nous sommes, selon laquelle l'État doit d'abord prélever de l'impôt pour pouvoir ensuite dépenser, cette façon de penser assèche l'État. En fait, le limite considérablement, avec une limite qui n'est pas nécessaire, qui est même contraire à l'intérêt général et qui est révoltante et critiquable. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on inverse et qu'on dit, d'abord, il est interdit aux usuriers de créer la monnaie, vous allez voir dans les alinéas suivants, on interdit aux banquiers de créer la monnaie, ils peuvent prêter de l'argent s'ils veulent, mais il faut d'abord qu'ils l'aient emprunté, il faut qu'ils l'aient, ils peuvent plus la créer. Mais surtout, on dit, c'est l'État qui crée la monnaie, quand il dépense, l'argent créé circule dans la société comme aujourd'hui, et quand il perçoit de l'impôt, il détruit la monnaie. Et normalement, il faut que son budget soit équilibré. Mais il n'est pas obligé, mais normalement, il faut que son budget soit équilibré si on ne veut pas que ce soit inflationniste. Alors, je relis, c'est important. La monnaie est créée par la dépense publique. Ensuite, elle circule de main en main pour nous permettre d'éteindre nos dettes. Et enfin, la monnaie est détruite au moment de la perception de l'impôt. À la ligne. Il est définitivement interdit aux banques privées de créer la monnaie qu'elles prêtent, sous peine de fermeture. Elles peuvent emprunter la monnaie à l'État ou à qui elles veulent, à un taux, et puis le prêter à un autre taux. Mais elles ne peuvent pas la créer. Je le dis explicitement comme ça pour que ce soit clair pour quelqu'un qui n'a pas bossé la question. Il voit dans sa Constitution que ça marche comme ça. La Constitution, elle sert d'une part à mettre en place ça et à l'expliquer aux gens en termes simples pour que les gens comprennent. Peut-être que je me trompe, peut-être que je vais trop loin, peut-être que je vais pas assez loin. C'est un chantier ce que je vous décris là. Mais il y a là, vous allez retrouver le thème du bouquin de Stéphanie Kelton et du chartalisme en général.
Là, c'est la mise en écriture constitutionnelle, la mise en application de l'idée qui est défendue par le chartalisme. Oui, dans un atelier constituant, ça peut être intéressant de confronter et d'essayer de préciser l'idée. Oui, parce qu'il y a sûrement des choses à redire. Hein, c'est un chantier. Hein. À la ligne. Pour protéger la valeur de la monnaie, les budgets des puissances publiques centrales et locales, dans les communes, doivent être équilibrés. Les budgets doivent être équilibrés. Les impôts doivent être égaux aux dépenses publiques. Les impôts doivent être égaux. Alors ça, j'aurais pu le mettre en gras. Ça, c'est pas ce que dit Stephanie Kelton. Stephanie Kelton a dit, on peut le faire, on peut équilibrer, mais on n'est pas obligé. Et peut-être qu'il faudrait que je le dise autrement, là. Autant que possible, les impôts doivent... Tu vois, peut-être que je pourrais écrire, autant que possible, les impôts doivent être égaux aux dépenses publiques. Parce que on n'est pas obligé. Il n'y a rien qui nous y oblige scientifiquement. Point. Le concept même de dette publique, entre guillemets, est une contradiction dans les termes, une impossibilité, un aveu de trahison du peuple par ses représentants. Deux points. Cette formule est très importante, il faudrait la mettre en gras. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont le peuple a besoin, il la crée. Ça, si les 40 millions de citoyens en étaient imprégnés, il y a quelque chose d'important qui changerait, parce que nous refuserions d'être endettés par nos représentants. Nos représentants asservissent l'État en l'endettant. Cela, du coup, le citoyen, presque le travailleur, doit réparer la culpabilité de la dette publique. Alors que nous n'avons rien fait, nous les citoyens, nous n'avons rien fait pour cet endettement. Et que scientifiquement, il est criminel. Un État ne devrait pas être endetté. L'État, il devrait créer la monnaie. C'est politique, ça. La question présidentielle, la question n'est jamais abordée de comment est-ce qu'on peut réduire la dette Jamais. Mais c'est parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Et encore moins dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles, les écoles des élites, entre guillemets, avec un Z, quoi, hein, les élites, soi-disant, ils sont incompétents sur la monnaie. Ou s'ils sont compétents, ils sont malfaisants, quoi. Hein. Alors, à la ligne. Ce pouvoir, c'est super important, ça. Et c'est écrit dans la Constitution, alors que ça l'est pas dans la nôtre, mais ça devrait l'être. Ce pouvoir de création monétaire, qui est ici conféré à l'État, nous permet, c'est les citoyens qui parlent. Hein. Bien sûr. Il faut comprendre que c'est nous, les citoyens, les représentés, qui écrivons notre Constitution. Tout à fait. C'est pas les élus qui écrivent ça. Les élus, ils n'ont pas le droit de toucher à ça. C'est nous qui écrivons, c'est leur contrat de travail qu'on écrit. Ce pouvoir de création monétaire, qui est ici conféré à l'État, nous permet de lui confier la mission en gras d'employeur en dernier ressort. 2 points. Grâce au pouvoir de créer la monnaie dont il a besoin, l'État peut et doit donner un travail utile. Alors, utile, ça va être négocié, ça va être discuté en assemblée. Ça, c'est le Parlement qui va réfléchir. Hein, c'est des chambres qui vont réfléchir. De quoi on a besoin? On a besoin de logement, on a besoin d'isolation. Mais bien sûr, mais je parle pas. Mais bien sûr, je parle des citoyens. Et puis, il pourra y avoir des référendums d'ailleurs là-dessus. L'État peut et doit donner un travail utile à tous les chômeurs pour que le chômage n'existe plus. C'est pas écrit dans la Constitution actuelle, ça. Mais on peut l'écrire, nous. À la ligne. Une des missions fondamentales, donc une autre des missions fondamentales, à côté d'employeur en dernière seule, une autre des missions fondamentales que nous confions à l'État en matière monétaire est de garantir, en gras, l'indexation générale de tous les contrats sur les prix, les salaires, les pensions, les contrats, les crédits, etc. OK ? Indexation générale, et il faudrait dire, on pourrait peut-être préciser ici que c'est une indexation peut-être tous les 6 mois. Ce serait il n'y a pas besoin d'attendre 1 an pour te voir réaligner ton salaire alors qu'il y a eu de l'inflation pendant toute l'année. On pourrait même le faire tous les 3 mois. Oui, tous les 3 mois, il y a une indexation proche, quoi, fine. C'est pas une évolution mois par mois du contrat de la personne. Alors, ça pourrait être une indexation tous les mois, mais ça va compliquer un peu quand même. C'est obligatoire tous les mois. Mais ça peut être une indexation tous les 3 mois. Hein. En tout cas, on revient à l'idée de tout à l'heure. Si les prix évoluent, le contrat évolue. Si le prix si l'indice des prix augmente, absolument. Okay. Une autre mission fondamentale que nous confions à l'État en matière monétaire est d'empêcher que notre monnaie soit traitée comme une marchandise. Empêcher, ça c'est une folie qui est arrivée avec le néolibéralisme, ça, dans les années 60-70. 2 points. Notre monnaie est notre étalon de valeur et son cours ne doit être en aucun cas variable. Un étalon,
Vous voyez en fait, non, j'ai bloqué sur avant. D'empêcher que notre monnaie soit traitée comme une marchandise. Vous dites que ça n'a pas toujours été traité comme une marchandise. Pas du tout. Traité comme une marchandise, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter. N'importe qui peut l'acheter et la vendre comme il le veut. Et s'il y en a beaucoup qui se l'arrachent, elle vaut plus. Et si personne en veut, elle vaut moins. C'est pas du tout comme ça que doit fonctionner une monnaie. Pas du tout. Voilà, nous refusons ça. Il y en a qui prétendent que c'est bien, et nous prétendons que c'est mal. Un étalon, regardez le mètre, il a une longueur donnée et il change pas tous les matins. Il a toujours la même longueur. C'est un étalon de valeur métrique, de mesure, de distance. Une monnaie ne doit pas valoir plus ou moins. Absolument. Ça peut varier de temps en temps, admettons, mais rarement. Je répète, notre monnaie est notre étalon de valeur et son cours ne doit en aucun cas être variable en fonction des caprices de l'offre et de la demande sur un marché spéculatif. Pas du tout. On a vu ce que ça a donné, ça fait 50 ans que ça dure, il y en a marre, on arrête. On ne veut plus que notre monnaie soit une marchandise et on l'interdit dans la Constitution. Par ailleurs, des agents étrangers ne doivent pas pouvoir accaparer notre monnaie n'est pas à vendre. Si vous allez essayer d'aller acheter, je crois que c'est des dinars au Maroc, vous allez voir qu'il y a un souverain qui va vous dire pourquoi tu veux des dinars. Il va vérifier ce que vous voulez faire avec. Il va pas vous laisser faire. La monnaie est pas à vendre comme ça. Si c'est pour un projet qui est utile au Maroc, il va laisser faire. Et sinon, il va l'interdire. Notre monnaie n'est pas à vendre. L'État en gras, l'État est responsable du contrôle des changes, qui a existé évidemment avant la dérégulation du néolibéralisme. L'État est responsable du contrôle des changes, ainsi que de l'équilibre de la balance des paiements avec les pays extérieurs. Le fanatisme marchand appelé libre-échange est déclaré inconstitutionnel. Tous les traités actuels de libre-échange sont dénoncés et annulés. Voilà. Et puis, s'il y en a qui étaient bien et qu'il faut finalement re-signer, on va le négocier et puis il y aura un référendum pour savoir si on est d'accord. Tout à fait. Nous, citoyens, voulons garder la pleine maîtrise de notre monnaie sans abandonner sa gestion à des experts. Nous utiliserons les conseils des experts, mais nous voulons décider nous-mêmes de notre politique monétaire. Alors, c'est pas du tout le style d'une constitution. Les constitutions sont pas écrites dans ce style-là d'habitude. Mais il me semble que c'est bien de l'écrire dans ce style-là parce que c'est politique. C'est pas technique. Il faut que ça arrive à expliquer et convaincre aux gens pourquoi c'est important, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que ça va changer. Et il faut le dire en toutes lettres. Il faut pas le sous-entendre parce que tu es technicien et tu sais que donc tu es compétent et tu as appris que quand on dit ça sous-entend que ça. Non, dis les choses clairement parce que c'est un texte politique, c'est comme un contrat social que les gens doivent signer. Alors, bon, peut-être qu'on peut arrêter là la lecture. Il y aurait d'autres commentaires à faire. Peut-être les gens le liront en même temps que ça affichera. Oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est n'abandonnez pas la culture monétaire, le savoir monétaire, la compétence monétaire. Ne l'abandonnez pas à des experts. Vous avez besoin de votre compétence et de la compétence de chaque citoyen en matière monétaire. Parlez-en entre vous, de la même manière que vous avez besoin de connaître votre constitution, il faut que vous en parliez entre vous. Mais n'oubliez pas l'aspect monétaire, c'est pratiquement aussi important que les termes de la représentation. Si vous réglez les termes de votre représentation, ça y est, vous avez repris le contrôle des élus, c'est plus des élus, c'est des tirs au sort, ils votent pas les lois à votre place, vous pouvez les virer quand vous n'êtes pas content, ils vous préparent les lois, c'est vous qui votez les lois. Vous avez prévu tout ça. Mais vous avez oublié l'aspect monétaire, vous avez laissé les usuriers maîtres de la monnaie. En fait, c'est des marionnettes que vous avez mises en place, elles n'auront pas le pouvoir de financer leurs décisions. Si vous voulez qu'elles soient vraiment politiquement souveraines, il faut leur donner la puissance monétaire qui permet de financer leurs décisions. Donc, pensez à la monnaie et réfléchissez aux objections. Il va falloir, je sais bien, bon, j'imagine, j'espère que ce que je dis là va susciter des objections. Je me trompe peut-être sur un point, sur deux, sur trois. Bon, voilà. Mais faites-moi vos objections. Et puis je vais tâcher de les réfuter. On va voir, on va progresser. Et puis si c'est vous qui avez raison, on va corriger, on va l'améliorer le truc. Mais réfléchissons à la monnaie. On ne s'émancipera pas politiquement sans devenir compétent en matière monétaire. Et compétent et exigeant. Il ne faut pas laisser la monnaie aux usuriers. Ça, c'est une folie. C'est une dinguerie. Ça a assez duré, les banquiers, ça a assez duré. On n'a pas besoin d'eux.
On n'a pas besoin d'eux. Les gens qui travaillent dans les banques, on peut très bien les garder. Hein, il s'agit pas. Simplement, on en fait des fonctionnaires. Ils deviennent des serviteurs de l'État au service du bien commun. Et ça n'est plus du tout un centre de profit. L'argent qui est dégagé par les banques va devenir une des ressources de l'État. Et la motivation des acteurs, puisqu'ils sont devenus des fonctionnaires, sont devenus des serviteurs de l'État, la motivation, ce sera le bien commun. Ce sera plus faire un gain, gagner de l'argent, s'enrichir, la cupidité. Et ce serait intéressant justement de pouvoir peut-être réfléchir à faire un format comme ça où on à réfléchir avec plusieurs lecteurs peut-être aussi de ces questions-là. Pour organiser une controverse. Ce serait très bien. On en reparle pour les prochaines semaines. En tout cas, c'était très complet. Merci. Et puis, en plus, c'est à compléter encore, mais c'était déjà un bon éclairage pour nous et c'était intéressant pour moi de pouvoir poser ces questions-là. C'est la première fois qu'on le prend sous l'angle constituant, le sujet de la monnaie pour moi. Eh bien, c'est la première fois que vous faites ça Voilà, que je parle en détail, que je lis l'état actuel de notre Constitution sur le plan de la monnaie. Et bon, voilà, j'espère que ça va donner des idées aux gens qui vont voir ce qui cloche et pour l'améliorer. On espère qu'on a stimulé effectivement l'appétit des gens pour cette question. Merci encore une fois, Étienne Chouard. Merci de votre invitation. Et merci à tous les lecteurs, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, François appartient exclusivement à ses lecteurs. Nous n'avons pas de subvention ici, on avance grâce à vous, et on espère le faire encore pour la totalité de cette année 2024. Ce sera en fonction de votre décision. Vous pouvez aller sur françois.fr/soutien. À bientôt. Au revoir Étienne Chouard. Merci encore.